Au Moyen Âge, personne ne vous offrait une maison. Vous la construisiez vous-même ou vous dormiez dans le froid. Sans outils sophistiqués, sans aide engagée, juste un travail quotidien et un peu d'espoir. Ce ne fut ni rapide, ni facile, ni joli, mais les paysans médiévaux y sont parvenus. Voici ce que signifiait réellement construire à partir de rien à cette époque. Trouver l'endroit parfait pour la maison médiévale de vos rêves n'était pas exactement comme naviguer sur Zillow. Pour commencer, les paysans possédaient rarement la terre sur laquelle ils vivaient. Environ 95% de toutes les terres de l'Europe médiévale appartenaient à de riches seigneurs ou à l'Église, laissant aux paysans la tâche de construire avec permission ou, parfois, simplement dans l'espoir que personne d'important ne le remarquerait. Les seigneurs ne venaient pas non plus exactement avec des cadeaux de pendaison de crémaillère, mais plutôt pour percevoir le loyer. Les paysans devaient être stratégiques dans le choix du site où construire leurs habitations. Les lisières de forêt offraient des matériaux de construction et du bois de chauffage à proximité, tandis que les emplacements près des ruisseaux fournissaient de l'eau pour boire, cuisiner et pour ce bain annuel dont tout le monde parlait. Quelques âmes courageuses pratiquaient l'abattage d'arbres, défrichant des zones de forêt pour créer de nouvelles terres agricoles et de l'espace pour construire. C'était techniquement illégal dans de nombreux endroits et pouvait entraîner de lourdes amendes si l'on était découvert. Mais si le seigneur local voyait que vous amélioriez sa terre, il pouvait vous permettre de rester et de payer des impôts dessus. Contrairement à aujourd'hui, il n'existait pas de loi de zonage compliquée ni de permis de construire. Les préoccupations principales étaient beaucoup plus pratiques. Le sol serait-il inondé lorsqu'il pleuvrait? Pourrait-on trouver suffisamment d'espace plat? Y avait-il trop d'insectes? Un fait étrange est que certains villages médiévaux ont complètement changé d'emplacement au fil des siècles. Non pas par planification, mais parce que les paysans reconstruisaient peu à peu leurs maisons plus près de meilleures ressources. Le site de construction médiévale parfait nécessitait 3 éléments clés: l'accès à l'eau, du bois à proximité et un terrain qui ne se transformerait pas en marécage au premier signe de pluie. Si vous trouviez les 3, vous pouviez dire « chez soi » plus vite que vous ne pouviez dire « obligation féodale ». Bien sûr, choisir l'endroit n'était que le début. Il n'était pas possible de commander du bois prédécoupé à la quincaillerie locale. La version médiévale de la livraison gratuite consistait littéralement à vous envoyer votre propre bagage à main pendant que vous transportiez des tronçons chez vous. La plupart des maisons paysannes étaient petites, généralement une seule pièce d'environ 4,5 sur 6 mètres, mais cela ne facilitait pas la collecte des matériaux. L'emplacement étant sélectionné et marqué avec des piquets, le vrai travail allait commencer. Un bon emplacement pouvait vous sauver la vie en hiver, mais il ne protégerait pas votre tête de la pluie ni les loups de votre porte. Pour cela, il fallait quelque chose de plus substantiel qu'un simple lopin de terre prometteur. Les forêts médiévales, sans vrai médiévales, servaient de quincaillerie de leur temps. Mais obtenir du bois n'était pas aussi simple qu'un chariot de course. Le bois était le matériau de construction le plus essentiel pour les maisons paysannes. Cependant, sa collecte présentait des défis qui feraient abandonner les bricoleurs modernes dès le premier jour. L'accès aux forêts était strictement contrôlé. Bien que les paysans puissent généralement ramasser du bois mort pour faire du feu, abattre des arbres vivants nécessitait souvent la permission du seigneur local. De nombreuses forêts médiévales avaient des règles spécifiques appelées lois forestières qui déterminaient qui pouvait prendre quoi. Enfreindre ces règles pouvait entraîner des amendes ou pire, des archives de l'Angleterre du XIIIe siècle montrent que certaines âmes malheureuses ont perdu leurs mains pour vol de bois. Les outils pour la collecte du bois étaient douloureusement basiques. La plupart des paysans possédaient une hache, un bien précieux transmis de génération en génération. Pour fendre les troncs, ils utilisaient des coins en fer ou en bois martelés avec des maillets. Pas d'outils électriques ici, juste des luttes de pouvoir avec des troncs d'arbres rebelles. Le moment choisi était d'une importance énorme. Le bois vert, fraîchement coupé, se pliait plus facilement pour les pièces courbes, mais il rétrécissait et se fissurait en séchant. Le bois sec était plus stable, mais plus difficile à travailler. Les constructeurs les plus avisés coupèrent le bois en hiver,
lorsque la sève était basse, puis le laisser sécher pendant des mois avant de construire. Différentes parties de la maison nécessitaient différents types de bois. Le chêne était préféré pour les poteaux de soutien principaux en raison de sa résistance. Certaines charpentes en chêne médiéval sont encore debout aujourd'hui, plus de 500 ans plus tard. Pour les parties flexibles nécessaires aux murs, les paysans cherchaient de jeunes arbres de noisetier, de saule ou de frêne qui pouvaient être tressés entre les poteaux. Le transport présentait un autre casse-tête. Les troncs étaient lourds et les chemins médiévaux étaient essentiellement des pistes de boue qui se transformaient en soupe pendant la pluie. Ramener le bois à la maison était l'interface originale du glisser-déposer, traînant littéralement les troncs dans la boue jusqu'à tomber d'épuisement. La plupart des sites de construction se limitaient à utiliser des arbres dans un rayon d'1 ou 2 miles. La forêt abritait également des loups, des ours et des bandits, ce qui faisait de la collecte de bois le sport d'extrême originel. Beaucoup y allaient en groupe, transformant la récolte de bois en événements sociaux où la force du nombre offrait sécurité et mains supplémentaires pour le travail pénible. Après des semaines de collecte, de fendage et de traînage, un tas de bois apparaissait enfin sur le site de construction. Avec les matériaux rassemblés et les saisons soigneusement considérées, il était temps de mettre à profit tout ce bois durement gagné. La communauté se réunirait bientôt pour la prochaine étape cruciale afin de donner vie à l'abri. Les assemblages étaient la véritable merveille de l'ingénierie médiévale. Sans fixation métallique, les constructeurs comptaient sur des techniques de charpenterie, comme les assemblages à tenons et mortaises. C'étaient des pièces d'un puzzle en bois qui s'emboîtaient parfaitement. Un trou rectangulaire, mortaise, coupé dans une poutre, et une languette, tenon, correspondante taillée dans une autre. Correctement assemblés, ces joints pouvaient tenir bon pendant des siècles sans avoir besoin de clous. Des chevilles en bois enfoncées à travers des poutres superposées sécurisaient tout l'ensemble. Ces chevilles étaient appelées « tree nail », clous d'arbre, et étaient généralement faites de bois dur séché, comme le chêne ou l'érable. Elles gonflaient lorsqu'elles étaient mouillées, créant un ajustement encore plus serré par temps de pluie. L'événement principal était le levage des poutres de toit. Cela nécessitait une coordination minutieuse, jusqu'à 10 personnes soulevant de lourdes poutres en position à l'aide de cordes et de perches. Les archives des projets de construction médiévaux suggèrent que les accidents étaient courants. Un récit mentionne 3 hommes blessés lorsqu'une poutre de toit leur a glissé des mains. Le travail d'équipe n'était pas facultatif, c'était la survie. Les communautés villageoises développèrent des règles non écrites concernant l'aide au levage des maisons. Si vous refusiez d'aider votre voisin à construire sa maison, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un se présente lorsque la vôtre aurait besoin de réparation. Avec la charpente dressée et sécurisée, la structure commençait enfin à prendre forme. Mais une maison construite uniquement avec des poutres ne pouvait garder personne au sec bien longtemps. Venait maintenant la tâche de remplir ces espaces vides entre les poutres avec quelque chose qui pourrait transformer un squelette en foyer. Avec la charpente en bois en place, les constructeurs médiévaux faisaient face à leur prochain défi, remplir les murs. Entre en scène le torchis sur clayonnage, wattle and daub, la réponse du monde médiéval aux cloisons sèches, seulement beaucoup plus salissante et étonnamment efficace. Cette technique de construction était si courante que plus de 90% des maisons paysannes médiévales l'utilisaient pour leurs murs. Le processus commençait par le clayonnage, wattle, le tressage de perches flexibles entre les poteaux de bois verticaux. Les travailleurs utilisaient de minces branches de noisetier, de saule ou d'autres bois flexibles, créant un motif en treillis qui ressemblait à un panier géant. Cette armature tressée fournissait la structure pour le torchis, daub. Qu'est-ce que le torchis exactement? Un mélange collant, combinant de l'argile, de la terre, du sable et de la paille, plus un ingrédient spécial. Le fumier animal était l'adhésif secret qui maintenait ensemble les maisons médiévales. Il n'y a pas de meilleure façon de dire « bienvenue à la maison » que des murs faits partiellement de bouse de vache. La science derrière ce mélange inhabituel était étonnamment solide.
L'argile fournissait le corps. Le sable empêchait les fissures. La paille ajoutait de la résistance et le fumier animal contenait des agents liants naturels. Les constructeurs médiévaux ne comprenaient peut-être pas la chimie, mais ils savaient certainement ce qu'ils faisaient. La préparation du torchis était une affaire familiale et pratique. Tout le monde participait au mélange des ingrédients dans une fosse en le piétinant pieds nus jusqu'à atteindre la consistance désirée. Les enfants se joignaient souvent à cette fête de piétinement de la boue, transformant le travail salissant en jeu. L'application nécessitait des compétences développées au fil des générations. Les travailleurs plaçaient des poignées de torchis des deux côtés de la structure de claillonnage, le pressant simultanément à travers les interstices jusqu'à ce que les deux côtés se rejoignent au milieu. Ils lissaient la surface avec des truelles en bois ou simplement avec leurs mains. Le séchage demandait de la patience. Un mur fraîchement torchisé nécessitait des semaines pour durcir correctement et le temps pouvait compliquer le processus. Une fois sèches, les murs recevaient une couche protectrice de badigeon à la chaux, si la famille pouvait se le permettre. Cette finition blanche brillante scellait le torchis, dissuadait les insectes et réfléchissait une lumière précieuse dans l'intérieur sombre. Les murs en torchis et claillonnage fini offraient une isolation décente contre le froid et étaient étonnamment durables lorsqu'ils étaient entretenus. Les preuves archéologiques montrent que certaines sections médiévales de torchets sur claillonnage ont duré des centaines d'années. Pas mal pour des murs faits en partie de terre et de fumier. Preuve que parfois, les matériaux les plus humbles créent les maisons les plus solides. Avec des murs qui enfermaient maintenant l'espace, la protection contre le vent et la pluie était presque complète. Mais qu'en était-il de garder la famille au sec par le haut? Regardez la plupart des maisons paysannes médiévales et vous verrez des toits de chaume, la solution naturelle de toiture qui combinait des matériaux facilement disponibles avec une efficacité surprenante. Les toits de chaume étaient la couverture standard des maisons paysannes dans toute l'Europe médiévale. La paille, les roseaux et les herbes servant de matériaux de construction principaux. La création d'un toit de chaume exigeait une habileté considérable. Les couvreurs professionnels étaient des artisans très respectés dans les communautés médiévales, l'un des rares métiers de construction spécialisés accessibles aux paysans. Le processus commençait par la collecte de grandes quantités de matières végétales sèches. La paille de blé était la plus courante dans les zones agricoles, tandis que les roseaux offraient une durabilité supérieure près des marais et des rivières. La technique de la couverture en chaume impliquait de poser des couches de matériaux depuis le bord inférieur du toit vers le haut. Chaque botte était fixée à la structure en bois du toit à l'aide de branches de noisetier fendues appelées swathes, balanciers ou voliges, qui étaient pliées sur le chaume et attachées au chevron. Le couvreur travaillait vers le haut, superposant chaque nouvelle couche pour évacuer l'eau efficacement. Lorsqu'ils étaient correctement terminés, ces toits étaient remarquablement imperméables et isolants. La pente raide, typiquement entre 45 et 60 degrés, permettait à l'eau de pluie de s'écouler rapidement au lieu de s'infiltrer. L'angle était crucial. S'il était trop faible, l'eau s'infiltrerait. Si la pente était trop raide, le travailleur pouvait glisser et découvrir de la pire des manières que les régimes d'assurance maladie médiévaux n'existaient pas. L'épaisseur du chaume atteignait généralement entre 30 et 38 cm, 12 à 15 pouces, créant une excellente isolation. Cela gardait les maisons plus chaudes en hiver et plus fraîches en été, que ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais le chaume avait de sérieux inconvénients. Le risque d'incendie arrivait en tête de liste. Une seule étincelle provenant du foyer central pouvait enflammer le matériau sec. De nombreuses villes médiévales finirent par interdire le chaume après que des incendies dévastateurs eurent ravagé des quartiers entiers. Les preuves archéologiques suggèrent que le feu était une préoccupation constante, des poutres carbonisées étant trouvées dans environ une maison médiévale excavée sur 5. Le toit servait également de logement de luxe pour des invités non conviés. Souris, oiseaux, insectes et même serpents emménagèrent dans le toit de chaume chaud et sec. Les paysans médiévaux n'avaient pas besoin de réveil.
Il suffisait d'attendre que les oiseaux, nichant au-dessus, annoncent le matin avec un chant enthousiaste directement au-dessus de nos têtes. La plupart des toits de chaume devaient être remplacés tous les 15 à 25 ans, bien qu'un toit de roseau bien entretenu puisse durer de 50 à 60 ans dans des conditions idéales. Le vieux chaume n'était pas gaspillé. Il était recyclé comme paillis de jardin ou litière pour animaux. Avec des murs pour bloquer le vent et un toit pour se protéger de la pluie, la maison était maintenant close. Mais qu'en était-il de la vie à l'intérieur? Maintenant que la maison avait des murs et un toit, les paysans médiévaux étaient confrontés au défi de rendre l'intérieur habitable. La première priorité, les sols. Contrairement à nos maisons modernes, avec leur surface polie, les sols médiévaux commençaient par être simplement de la terre. La même terre sur laquelle vous marchiez à l'extérieur continuait à l'intérieur de votre maison, compactée par d'innombrables pas. Pour améliorer ces sols en terre battue, les paysans mélangeaient de la paille, des coquillages broyés, du sable ou des éclats de pierre, puis le tassaient jusqu'à ce qu'ils deviennent presque aussi durs que du béton. Dans les maisons plus cossues, ils pouvaient ajouter une fine couche de chaux par-dessus. Ces sols étaient généralement inclinés d'un côté, permettant au liquide de s'écouler vers un coin et à l'extérieur. Les traitements muraux étaient le minimalisme médiéval à son apogée, principalement parce qu'il n'y en avait aucun. Les faces intérieures des murs en torchis et des colombages pouvaient recevoir une couche de chaux, si la famille pouvait se le permettre, mais elles conservaient souvent la couleur naturelle de la boue. Le mobilier était rare et purement fonctionnel. Des bancs en bois qui servaient également de plateforme de couchage longèrent les murs. Les tables étaient de simples planches sur des tréteaux qui pouvaient être démontés lorsqu'elles n'étaient pas utilisées. Si IKEA avait existé à l'époque médiévale, ses manuels d'instruction auraient été une seule page avec le seul mot « chance ». Les solutions de rangement étaient créatives par nécessité. La plupart des biens étaient suspendus à des crochets au mur ou aux poutres du toit. Des paniers stockaient les petits objets, tandis que des fosses en argile et des coins du sol gardaient les légumes racines au frais. L'espace était exigu. Une maison paysanne moyenne mesurait environ 4,5 sur 6 mètres, 15 par 20 pieds, mais devait abriter une famille entière de 5 à 8 personnes, plus les animaux pendant l'hiver. Les poulets, les chèvres et autres petits animaux fournissaient une chaleur corporelle essentielle par temps glacial. Il n'y a pas de meilleure expression du lien familial que de partager sa chambre avec une chèvre. L'intimité était pratiquement inexistante. Toute la famille dormait dans une seule pièce, parents et enfants entassés sur des plateformes de couchage surélevées. La lumière provenait de la porte ouverte pendant la journée et du feu central la nuit. Malgré l'espace réduit, ces maisons fonctionnaient remarquablement bien. Mais le véritable cœur de toute maison médiévale n'était ni les murs ni le sol. Le feu était le cœur battant de chaque foyer médiéval. Cependant, sa gestion posait un problème dangereux. Contrairement aux maisons modernes avec leurs fours et cheminées impeccables, les premières maisons médiévales comportaient des foyers ouverts, de simples feux de camp situés en plein milieu de l'espace de vie. L'emplacement central n'était pas un choix de conception, mais une nécessité. Il permettait à la chaleur d'atteindre tous les coins de la maison à pièce unique. La plupart des habitations paysannes manquaient de cheminées adéquates avant le 14e siècle. Au lieu de cela, elles dépendaient d'un trou dans le toit appelé évent à fumée ou de petites ouvertures dans les murs. La fumée montait simplement jusqu'à trouver une sortie, dérivant à travers le chaume ou les murs dans son propre voyage sinueux. Essentiellement, une version médiévale de « Je trouverai mon propre chemin pour rentrer, merci ». De nombreux foyers n'étaient-ce que de simples dépressions peu profondes dans le sol en terre battue, bordées de pierres ou d'argile. Les versions plus avancées pouvaient être légèrement surélevées sur une plateforme de terre compactée pour réduire le risque d'incendie. Les familles passaient souvent des jours entiers à ramasser du combustible, bois de chauffage, tourbes séchées, paille, fumier animal ou même des algues dans les zones côtières, juste pour rester au chaud pendant l'hiver. Sans cheminée, la fumée devenait un colocataire inévitable.
Les maisons médiévales étaient des environnements perpétuellement enfumés, où les poutres du toit noircissaient progressivement à cause de la suie. Les gens développaient une tolérance, mais les visiteurs se plaignaient souvent de picotements aux yeux et de difficultés respiratoires. La cuisson se faisait directement sur la flamme nue ou à côté. Des chaudrons pendaient à des trépieds, tandis que le pain cuisait dans des pots en terre couverts, enterrés dans des cendres chaudes. Le foyer était essentiellement un centre de divertissement médiéval, un restaurant et un système de chauffage tout en un. L'offre originale, 3 en 1. On ne saurait trop insister sur le danger constant d'incendie. Avec des charpentes en bois, des toits de chaume et des flammes nues, les villages médiévaux subissaient périodiquement des incendies dévastateurs. Des archives de l'Angleterre du 12e siècle font état d'au moins 8 villages qui ont complètement brûlé et ont dû être reconstruits. Si le foyer fournissait une chaleur essentielle, il créait également des problèmes constants. Mais maintenir une maison médiévale debout n'était pas seulement une question de gestion du feu. Cela signifiait une bataille constante contre les intempéries, le temps et les forces inévitables qui menaçaient de faire s'effondrer votre humble demeure autour de vous. L'entretien d'une maison médiévale n'était pas un passe-temps de week-end, c'était une lutte constante contre la nature. Ces humbles demeures nécessitaient un entretien sans fin et présentaient des défis qui feraient courir les propriétaires modernes en hurlant vers leurs agents d'assurance. Contrairement à aujourd'hui, où nous appellerions un entrepreneur, les paysans médiévaux devaient maîtriser eux-mêmes toutes les techniques de réparation. Le temps abîmait les murs, les toits et les sols. Les réparations étaient incessantes. Le printemps signifiait réparer le toit. L'automne signifiait se salir avec de la boue. L'hiver signifiait geler. Le cycle sans fin de l'entretien d'une maison médiévale pourrait expliquer pourquoi les paysans n'ont jamais développé de passe-temps comme le scrapbooking. Qui a le temps pour les travaux manuels quand votre mur redevient de la boue? Les réparations de chaume figuraient en tête de la liste d'entretien. Les rongeurs creusaient des tunnels à travers le matériau. Les oiseaux arrachaient le matériau pour faire leur nid, et les tempêtes en arrachaient des morceaux. Les habitants développèrent des dictons sur la durabilité des différentes plantes. Le toit de roseau durera plus longtemps que le locataire. La paille demandera quand le nouveau locataire arrive. Les murs nécessitaient également une attention constante. Le torchis et le clayonnage se fissuraient par temps sec et se dissolvaient pendant les saisons humides. Les paysans avisés badigeonnaient périodiquement leurs murs car la couche de chaux constituait un système d'alerte précoce. Quand le blanc devenait brun, il était temps de réparer avant que l'eau n'atteigne la structure du mur. L'entretien d'une maison médiévale où les murs blancs devenaient bruns était soit un signe de réparation, soit la preuve que votre maison sans cheminée enfumait lentement tous ceux qui s'y trouvaient. L'entretien du sol impliquait d'ajouter de nouvelles couches d'argile ou de terre compactée pour niveler les dépressions. Dans les zones plus humides, certains propriétaires répandaient des herbes comme la reine des prés sous les pieds pour masquer l'inévitable odeur d'humidité. Les outils de réparation étaient absurdement simples selon les normes actuelles. Une taloche en bois pour lisser, un couteau en os pour tailler le chaume et un maillet pour marteler les pièces de rechange constituaient la trousse de réparation typique. Leur version de « lire les instructions » était « demande à grand-père avant qu'il ne meure ». Les preuves issues des fouilles sur les sites de maisons suggèrent que la plupart des maisons paysannes ont subi de multiples réparations importantes au cours de leur vie, certaines étant entièrement reconstruites sur le même terrain tous les 30 à 40 ans. Malgré tous ces défis, ces maisons n'étaient pas seulement des abris, c'étaient des centres actifs de vie familiale où les familles médiévales travaillaient, mangeaient, dormaient et vivaient ensemble dans des espaces extraordinairement réduits. La vie de famille dans un foyer paysan médiéval redéfinissait le sens du temps de qualité. Imaginez 5 à 10 personnes partageant une seule pièce pas plus grande qu'une chambre à coucher moderne. Les registres de recensement médiévaux montrent que la famille rurale moyenne comprenait les parents, 3 à 6 enfants et souvent 1 ou 2 grands-parents. Tous ces humains occupaient un espace mesurant à peine 4,5 sur 6 mètres,
15 par 20 pieds. Ajoutez quelques poules et peut-être une chèvre pendant l'hiver et vous obtenez une version médiévale d'un espace extrêmement exigu. Intimité. Le concept existait à peine. Tout le monde dormait dans le même espace et souvent toute la famille partageait une plateforme de couchage surélevée remplie de paille ou de foin. Les lits étaient essentiellement des étagères fixées au mur, ce qui signifiait que les enfants médiévaux n'expérimentaient jamais la joie qu'on leur dise « Va dans ta chambre » lors d'une crise de colère. Les activités quotidiennes exigeaient une coordination minutieuse. La maison fonctionnait également comme atelier, cuisine, salle à manger, chambre à coucher et parfois grange. Le matin commençait généralement à l'aube, lorsque la lumière du jour filtrait par la porte ouverte ou les petites fenêtres à volets. Ces fenêtres avaient rarement du verre. Au lieu de cela, elles pouvaient être recouvertes d'un tissu huilé ou de parchemin qui laissait entrer un peu de lumière, mais les protégeait des pires intempéries. La toilette se faisait rarement et généralement à l'extérieur de la maison. Les gens du Moyen Âge n'étaient pas nécessairement aussi sales qu'on les dépeint souvent, mais ils avaient certainement des normes différentes de celles que nous avons aujourd'hui. La plupart des paysans se lavaient les mains et le visage quotidiennement avec de l'eau puisée dans les ruisseaux ou les puits voisins. Mais le bain complet du corps ne pouvait avoir lieu que quelques fois par an, généralement en été. Les repas réunissaient tout le monde autour du foyer central. Les familles mangeaient dans des bols en bois ou des tranchoirs, des tranches de pain rassis utilisées comme assiettes. Et la plupart des gens portaient leur propre couteau personnel pour couper la nourriture. Peu d'autres ustensiles étaient utilisés. Les doigts étaient les fourchettes originelles. Le repas principal de la journée avait généralement lieu à midi, suivi de repas plus légers le matin et le soir. Les après-midi étaient occupés par des tâches essentielles. Tant que la lumière du jour durait, les réparations et l'entretien maintenaient tout le monde au travail. Après la tombée de la nuit, le feu fournissait juste assez de lumière pour des tâches comme filer, coudre ou tailler des outils en bois. Les histoires et les conversations étaient le Netflix de l'époque médiévale, sauf qu'il y avait une mise en mémoire tampon lorsque grand-père s'endormait au milieu d'une réplique. L'hiver nous forçait à une promiscuité encore plus grande. Lorsque les températures chutaient, la famille se blottissait près du feu central et tout espace restant était souvent rempli par le bétail, rentré pour plus de chaleur. Un poème médiéval décrit une famille de 8 personnes partageant leur maison avec 2 vaches, un veau et 6 poules pendant un mois de janvier particulièrement rude. Malgré les conditions de surpeuplement, le manque d'intimité, les réparations constantes et la fumée persistante, ces humbles maisons ont abrité d'innombrables générations à travers des siècles de vie médiévale. Les maisons elles-mêmes étaient des réalisations techniques impressionnantes, construites entièrement avec des matériaux locaux et utilisant des méthodes transmises de génération en génération. Plus impressionnant encore étaient les gens qui parvenaient à créer des familles, une communauté et un sens à l'intérieur de leurs murs étroits et enfumés.